C'est Simlef et aujourd'hui je vais traiter de la Société des Trois Ordres en France au XVIIIe siècle. Je commence par cette illustration, une archive qui date de l'époque de 1789 qui illustre cette Société des Trois Ordres. Le personnage de gauche qui tient donc la Bible, qui est donc un clerc, un religieux. À droite, un membre de la noblesse, et notamment avec l'épée et le bâton que vous pouvez repérer. Et ces deux personnes écrasent de leurs impôts et de la corvée. La taille, c'est un impôt qu'on doit notamment au roi, cette fois pas à la noblesse. Donc ils écrasent de leurs taxes le troisième personnage qui est couché à moitié étouffé, qui représente le tiers-état. Donc nous, on va s'intéresser aux tensions, aux mutations, aux évolutions et aux rigidités dans la société d'ordre de la France du XVIIIe siècle. Et voici ce que je vous ai mis en intro. Nous avons décrit précédemment le pouvoir du roi, la vie de cour à Versailles, les philosophes, les nobles, le roi et son pouvoir, mais qu'en est-il du reste de la population ? L'approche d'une société des trois ordres rigide, presque bloquée, avec un tiers-état qui apparaît éternellement dominé. Est-ce que tout ça n'est pas un peu caricatural et pas rempli de préjugés ? Toutes ces questions se résument en une seule. Pourquoi peut-on dire que la société de l'Ancien Régime évolue, mais que ces changements restent néanmoins insuffisants aux yeux du tiers-état ? C'est-à-dire en fait que la société de l'époque n'évolue pas assez rapidement en fait. D'accord ? Je commence par la tradition, l'idée d'une société des trois ordres. Alors cette subdivision en trois ordres, elle est toujours valable au XVIIIe siècle, elle n'a pas été effacée, elle est toujours de mise. On a toujours cette société très pyramidale, très hiérarchisée, très inégalitaire, avec des dominants, des dominés, des riches et des pauvres. Donc ça vient à la base du Moyen-Âge, avec ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. À l'époque où la religion chrétienne catholique s'est largement imposée et diffusée. Et du coup, un critère important et même essentiel dans cette société, c'est la naissance, le lignage, c'est-à-dire la famille, les ancêtres, la famille, le lignage. Ça, c'est vraiment un critère très 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 important. Ça vous ouvre des portes, ou au contraire, ça vous ferme totalement d'autres portes. Par exemple, pour entrer dans l'armée, les postes d'officiers sont réservés à ceux qui sont de sang noble. Alors ça donne le schéma suivant, je l'ai un peu repassé parce qu'il était flou. Alors j'ai pris celui-là qui était un peu flou parce que je l'ai trouvé intéressant. Déjà, il permet de remarquer que 85% de la population vit dans la campagne et que le tiers-état, c'est-à-dire ceux qui sont ni des nobles ni des religieux, c'est 97% de la population totale. Donc il avait déjà l'avantage de présenter les deux, le monde des villes et le monde des campagnes. Donc déjà, retenez bien ça, en gros, plus de 4 personnes sur 5 habitent à la campagne et plus de 9 personnes sur 10 sont des membres du tiers-état qui sont là pour travailler et pour payer des impôts. Ils ne sont pas forcément tous pauvres, mais en tout cas qui n'ont pas de privilèges de nobles. Alors remarquez que donc tout en bas on a les mendiants domestiques, ça paraît logique. On a des ouvriers tant dans les villes qui travaillent dans l'artisanat, mais on a aussi des ouvriers agricoles, donc des paysans sans terre si vous préférez. On a le statut de laboureur à droite qui est un peu mieux, c'est-à-dire là c'est plutôt un riche paysan quand même. De même, tout en haut du tiers-état, un peu sur la gauche, on a la grande bourgeoisie, les financiers, les banquiers, les hommes d'affaires, qui eux ne sont pas des nobles, mais par contre qui vivent dans le luxe et la richesse. Tout en haut, donc en bleu, la noblesse, mais remarquez qu'il n'y a pas une noblesse, mais des noblesses. La noblesse d'Europe, juristes et magistrats notamment, la petite noblesse, la haute noblesse, enfin, vers le sommet, la noblesse de cour, le summum étant la famille royale. Pareil, du côté du clergé, faut mieux être du côté du haut clergé, les évêques et les abbés. Et par contre, au niveau des moines et des prêtres, c'est pas la richesse totale non plus. C'est un niveau de vie qui est plus modeste quand même.
Donc, comprenez bien qu'à l'intérieur de ces 3 ordres, il y a des sous-catégories qui sont d'une grande importance, qui introduisent de la complexité. Ok? Alors, donc, on l'a vu, beaucoup de gens habitent dans les campagnes, et les paysans, hein, qui forment une énorme masse dans cette société de l'Ancien Régime, eh bien, ils sont très dominés, très taxés. C'est ce que nous évoque ce texte, hein, du manuel Hatier. Les droits seigneuriaux, donc c'est justement les droits que le seigneur peut prélever sur la population de son fief. Et vous allez voir, les habitants lui doivent beaucoup de choses. On a déjà une taxe sur toutes les ventes qui sont réalisées, hein, c'est la taxe des lots. Ensuite, à chaque fois qu'a lieu la fête chrétienne du Carême, eh ben, ils doivent donner une poule ou une corvée au seigneur. Ensuite, le laboureur, lui, chaque laboureur plutôt doit annuellement une corvée de charrues. Donc, les paysans doivent payer une taxe à chaque vente. Ils doivent une poule, ils doivent une corvée, ou ils doivent faire les vendanges. Ce seigneur, non seulement il a le pouvoir de la fiscalité, un peu le pouvoir de l'argent, mais en plus il a le pouvoir de la justice, et les paysans, ils doivent également garder et entretenir le château. Donc, si vous voulez plus de précision, vous lisez la totalité de ce texte, mais vous voyez que les paysans sont très cadrés et qui payent à plusieurs moments donnés dans l'année et sur plusieurs actes différents, dans plusieurs domaines différents. Et que le seigneur étant le juge dans son fief, hein, pour toute une partie de la justice, eh ben, il a un pouvoir très important. Hein. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, sans compter le pouvoir de la fiscalité. Alors, cette domination de la noblesse sur la paysannerie, on le voit à travers cette caricature, hein, qui date du XVIIe siècle cette fois, où vous voyez en fait le noble est comparé à une araignée qui va s'en prendre à la mouche qu'est le paysan. Donc vous voyez le noble en plus qui est sur son trône avec le bâton, hein, qui trône au sens propre du terme. Et un paysan qui paye beaucoup de choses. Hein. Donc il a la bourse dans la main, le panier de légumes, plus le sac de blé. Donc on a l'impression d'un paysan surexploité, éternellement exploité, qui paye à tous les niveaux de nombreuses taxes, qui donnent énormément de choses au seigneur. Là, vous avez donc des précisions, notamment sur les mots qui sont écrits. Donc, vous avez la bonne vieille devise à tout seigneur, tout honneur, hein, donc à chacun un peu son dû. Et puis, plus on a de moyens, plus on va en avoir. Ça dénonce l'avidité des nobles qui en veulent toujours plus, hein, qui en réclament toujours plus aux paysans. D'accord ? Pour le reste, je vous laisserai lire de votre côté. Donc ces paysans, ils sont tellement exploités, dominés, humiliés, rabaissés que de temps en temps, ils se révoltent quand même. Et on a vu que sous l'Ancien Régime, on a beau avoir une monarchie absolue, cette monarchie absolue, c'est pas du totalitarisme, il y a quand même des révoltes assez fréquentes. Hein. C'est ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo. Exemple, la révolte des Va-Nu-Pieds en Normandie. Alors, ce que vous pouvez voir dans ces documents, c'est que cette révolte déjà a touché une région assez vaste, parce que la région donc en orange, en haut à gauche, orange marron clair, couvre quasiment un département entier. Je vous rappelle qu'à l'époque, les départements n'existent pas, mais c'est pour vous donner une comparaison. Un département entier, et que toutes les villes en rouge ont connu des émeutes, donc ça va donc à l'ouest, hein, de Coutances, 40 ans, et puis à l'est jusqu'à Rouen, donc elle s'est beaucoup diffusée, une vaste zone, et pour mater cette révolte des Va-Nu-Pieds, il a fallu envoyer carrément une armée royale, il y a vraiment eu une bataille. Hein. D'ailleurs, vous avez là le petit texte de droite qui précise qu'on a quand même une formation un peu paramilitaire du côté des paysans, avec quand même 5000 personnes, ce qui est beaucoup pour l'époque. C'est quand même des effectifs de révoltés qui sont très importants. Alors d'où est partie cette révolte? C'est ce qui est précisé dans la petite frise du temps en bas à gauche. Ça vient en fait de l'assassinat d'un juge royal à Avranches. Alors pourquoi un juge? Parce que cette personne-là est le beau-frère d'un collecteur d'impôts. Donc au moment où il est allé à Avranches, on a cru qu'il voulait plus ou moins annoncer de nouveaux impôts, notamment des impôts sur le sel,
qu'on appelle la gabelle. Et du coup, en fait, le juge a pris à la place de son frère. D'accord. Il a pris à sa place de son frère, et ça a été l'événement qui a déclenché une vague donc de révolte dans toutes les villes qui sont signalées en rouge. Évidemment, la répression sera sanglante, il y aura notamment des centaines de pendaisons. Notez qu'on est aussi à une époque, en période de guerre, en 1639, c'est la guerre de 30 ans. Donc du coup, le roi lève beaucoup d'impôts pour payer ses armées, et ça crée une lourde pression sur le dos des paysans. Alors, on a vu les campagnes, qu'en est-il dans les villes? Alors, dans les villes, c'est un peu plus complexe, on a une société moins duale, c'est un peu moins la dichotomie dominant-dominé, vous voyez, d'une manière un peu manichéenne. C'est un peu plus compliqué. Ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi hiérarchisé et pyramidal, avec des inégalités, ça c'est sûr, mais il y a plus de strates, et puis c'est un peu plus compliqué. Donc tout en bas, les domestiques, les prostituées, les mendiants, les manouvriers, ceux qui vivent de petits métiers. Au-dessus, donc les artisans, avec notamment leurs employés, les apprentis. Ensuite, on a avocats, notaires et médecins, gens d'église comme les prêtres et les moines. Au-dessus, on a les officiers de justice et de finance, donc la noblesse de robe. Et puis tout en haut, on a les grands seigneurs, et puis abbés et évêques, c'est-à-dire un peu l'espèce de noblesse ecclésiastique, c'est-à-dire de l'élite du clergé. D'accord? Donc n'oubliez pas un peu ces strates intermédiaires lorsqu'on évoque une ville de l'Ancien Régime, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de subdivisions. Donc, comme je vous le disais, les inégalités et la pauvreté sont quand même bien présentes dans les villes. Certes, la situation est plus compliquée qu'à la campagne, et puis les villes sont globalement mieux nourries que les campagnes, notamment pour éviter les émeutes. Mais tout n'est pas simple, loin de là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors par exemple, là, ce texte décrit ceux qui vivent de petits métiers à Paris, qu'on surnomme les Savoyards. Je vous laisse quelques secondes pour le lire. Bon, j'enchaîne, mettez pause si vous voulez lire la suite. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit qu'il y a des gens qui partent des campagnes pour arriver dans les villes, mais ils n'ont pas forcément de vrai emploi dans les villes. Du coup, ils vivent de petits services journaliers qui rendent aux habitants de la ville, ce qu'on appelle des petits métiers. Et quels sont justement ces petits métiers? Alors, ils sont mentionnés ici avec les noms de l'époque. Décrotteurs, c'est-à-dire ceux qui cirent les chaussures. Frotteurs, ceux qui frottent le plancher. Donc, en gros, un peu comme de nos jours, on dirait une femme de ménage ou un homme, un agent de propreté. Et puis, ramoneurs des cheminées. Donc, ramoneurs des cheminées, vous doutez que c'est pas le job le plus intéressant du monde. Puis, généralement, c'est des personnes qui vont après avoir des problèmes respiratoires. Et qu'est-ce qu'il faut noter? Que ce sont des petits jobs qui rapportent très très peu, qui rapportent une misère, qui leur permettent pas du tout de survivre. Donc c'est des gens qui vont même parfois vivre dans la rue, mais qui vont pas avoir de domicile. Et puis des jobs humiliants et fatigants. Par exemple, serrer les chaussures, vous êtes toujours courbé. Ramoneur, vous êtes dans les cheminées à respirer de la poussière, etc. tout le long. Donc ce sont évidemment des travaux non seulement difficiles, mais en plus sous-payés, qui leur permettent pas de vivre dans de bonnes conditions de vie. Alors à l'inverse, la situation des artisans est un peu plus complexe. Le patron, celui qui dirige donc l'atelier, peut être dans une situation quand même pas trop mal. Par contre, ceux qui sont sous ses ordres vont être dans des situations déjà plus difficiles. Par exemple, on a généralement le compagnon qui a quand même un certain savoir-faire. Par contre, les apprentis, les jeunes apprentis, sont souvent des adolescents. Eux, ils dorment dans l'atelier, ils sont mal nourris, mal habillés, ils sont déjà dans des conditions plus difficiles. Alors que le patron, s'il a son savoir-faire, s'il a quand même un petit peu des outils qu'il possède, alors l'atelier, il n'en est pas forcément propriétaire, mais vous comprenez que dans tous les cas, il est dans une situation qui est quand même peut-être moins catastrophique que les paysans pauvres des campagnes.
Alors à l'inverse, dans les villes, vous avez quand même des quartiers luxueux ou des demeures luxueuses comme cet hôtel de Soubise à Paris. On parle d'hôtel particulier où vous avez donc le jardin, vous avez une maison très éclairée avec toutes ces belles fenêtres, une architecture richement décorée qui montre qu'il y en a à l'inverse qui vivent dans le luxe le plus total et qui n'ont pas un deux pièces, etc., mais qui ont carrément une maison entière en fait, hein. Donc le luxe côtoie la pauvreté.